Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu et je vous souhaite la bienvenue sur la FAQ des Human Coders. Je suis content d'être avec vous pour cette première édition de ce nouveau format. Nous allons passer un petit moment ensemble avec nos invités pour répondre à nos questions sur un thème en relation avec notre métier de développeur. Nous allons aborder dans ce premier épisode la question de l'IA dans notre quotidien de développeur. C'est un sujet que nous avions déjà abordé dans notre premier... on a fait un podcast en fait sur ce sujet-là, sur le format répondeur, et vous aviez été nombreux à y répondre, et on voit que c'est un sujet qui passionne et qui interroge. C'est pour cela que nous nous sommes dit qu'un format un peu plus long, un peu plus développé pourrait être utile. Nous allons essayer de répondre au mieux à vos questions, et pour cela nous avons avec nous trois invités. Donc nous avons Vincent Daubry, développeur chez Human Coders et CTO de CorpoGain. Aussi avec nous David Leliette, développeur React Native chez WheezyShip Today et aussi formateur chez Human Coders. Julien Crétel, développeur et chercheur en sécurité web et également formateur en Go et en sécurité chez Human Coders. Et enfin Camille Roux, donc mon associé du coup, qui sera aussi parmi nous. Donc voilà, alors donc bienvenue déjà à tous. Et donc l'idée, voilà, c'est de parcourir différentes questions. La première qui me vient en tête, c'est celle que j'aimerais vous poser. Ce serait qu'est-ce que vous utilisez vous en termes d'IA dans votre quotidien de développeur. Voilà, est-ce que quelqu'un veut commencer à répondre? Allez, moi je prends la première balle. Bonjour à tous, merci d'être ici. Moi je suis un early adopter, hein. Du coup, quand j'ai vu GitHub Copilot en 2021 en preview, j'ai fait OK, clic clic, join waitlist. Et j'ai payé tout de suite quand je devais payer après, quand ils m'ont dit maintenant la version gratuite c'est fini, faut que tu payes. Du coup, ce serait GitHub Copilot pour moi. Je sais pas si les autres utilisent aussi GitHub Copilot. Ouais, je vais prendre la suite. Donc, pareil, gros fan de GitHub Copilot, comme plein de gens, j'imagine. J'utilise aussi pas mal Cursor comme IDE. Et puis ensuite, j'imagine aussi, comme tout le monde, des LLM type chat, genre ChatGPT, Claude. Je pense que voilà, c'est les principaux outils que j'utilise. Ok. Et toi Julien, comment ça se passe pour toi? Est-ce que tu utilises des outils d'IA? Oui, donc moi j'ai bien évidemment testé mon Copilot, ChatGPT, Midjourney quand c'est sorti, etc. Mais je dois dire que je m'inscris probablement en faux par rapport à certains d'entre vous. Je suis assez dubitatif sur les avantages présumés de l'IA. Donc à ce stade, si j'utilise de l'IA, c'est malgré moi. Donc a priori, pas énormément d'outils. Si je peux éviter, j'évite. C'est intéressant en tout cas d'avoir des retours un peu différents et je serais très curieux après d'explorer avec toi Julien tes éventuelles réticences. Du coup, une autre question que j'aurais en tête, ce serait si vous utilisez l'IA, sur quel type de tâches ça vous semble le plus intéressant. Pareil, vous pouvez être un peu bref, on pourra développer un peu plus par la suite. Ouais, carrément. Moi, c'est plus pour input, output, enfin des trucs vraiment hyper précis, genre extract this ou custom hook, hein. En fait, en gros, tu as de la logique, tu veux l'extraire dans une fonction, en React, tu fais des hooks, et c'est trop chiant, tu vois, il y a plein de. Enfin, il y a un peu de boilerplate à setup, et s'il y a plus de 100 caractères, moi, ça me casse les couilles. Du coup, voilà, ce shortcut-là, ou alors des closure de parenthèse ou de ce genre de truc aidé de la syntaxe, pas fais-moi une app qui fait X, Y, Z et que ça fonctionne là, ça marche pas parce que le scope il est trop gros. Ou alors inversement écrire des tests. Alors ça marche bien parce que j'écris ma fonction, je sélectionne seulement ce que je veux, je dis écris-moi des tests, le cas vérifie-moi si ça vaut 0, si c'est un arrêt, si c'est tel type de data, bah là il va m'output correctement les tests. Du coup c'est vraiment des trucs que je sais le faire, mais que ça me prendrait 2 heures à faire, bah là, ça me prend 10 secondes et good enough, et je peux passer à la suite. Mais Julien, il serait pas d'accord avec moi pour ça. Je vais pas rebondir sur ce que David vient de dire par pudeur. Mais par contre, moi, ça m'est arrivé d'utiliser ChatGPT pour voir les réponses qui pouvaient sortir par rapport à des questions relatives à de la sécurité web. Donc, par exemple, ça m'est arrivé
de voir comment il répondrait à voilà, comment je peux corriger cette faille, ou est-ce que cette configuration est bonne ou pas, est-ce qu'elle ouvre de la porte à l'abus, etc. Et en fait, je sais qu'il y a des développeurs et des développeuses qui utilisent ChatGPT pour ce genre de questions, et ça m'intéresse de voir comment les LLM et ces outils IA répondent, parce que ça me donne des idées de comment attaquer ensuite des applications, ça me donne des idées de comment les gens introduisent des failles dans leur code. Ouais, vraiment très intéressant. Ça, c'est vrai que ça doit être une grosse question qui doit faire peur à pas mal de sociétés, ça. C'est l'IA qui aide effectivement des hackers. Ouais. Et toi, Vincent, c'est quoi tes usages en fait aujourd'hui de l'IA? Bah, du coup, je pense pas mal de choses enfin, qui sont assez proches de ce que David disait. Bah, l'autocomplétion, hein, déjà, ça c'est quand même un gain de souvent juste de temps. En fait, ça va juste plus vite. Souvent, c'est pas que 100% du temps que ce qui est autocomplété est correct. C'est pas comme ça que je prends le point. C'est euh, bah, il y a un pourcentage de temps, de fois où le code qui est autocomplété correspond assez bien à ce que j'avais en tête, et juste de faire tab, ça permet juste d'écrire plus vite. Euh, les tests unitaires, ça pour moi c'est vraiment probablement le truc que j'utilise le plus, c'est-à-dire typiquement exactement ce qui était décrit, écrire du code, ensuite demander de générer une suite de tests sur le code que je viens d'écrire, et pareil, ensuite ces tests, il faut 100% du temps les reprendre, ils sont jamais parfaits du premier coup, mais j'ai vraiment, enfin, je constate que entre partir d'une page blanche et écrire les 10-20 tests à la main, ou faire un premier jet et ensuite juste le relire et le modifier, le gain de temps, il est, enfin moi je le trouve conséquent. Donc ça c'est vraiment les deux usages principaux. Et puis après plein de petits trucs sur l'optimisation de requêtes SQL. Donc c'est plus des besoins ponctuels et tout, mais je trouve qu'ils marchent vraiment bien. Euh, et aussi sur l'aspect brainstorming, quand des fois il y a des choses qui sont, enfin voilà, on n'a pas toujours un autre dev avec qui échanger et discuter sur des implémentations ou autres, et juste avoir quelqu'un avec qui faire le ping-pong, ça aussi je trouve ça cool. Hmm. Ouais, super intéressant et c'est vrai que ça, enfin, je pense que les usages peuvent être assez variés, mais c'est intéressant de voir qu'il y a des points communs dans vos réponses. Camille, toi, je sais que tu utilises aussi l'IA régulièrement, on en parle régulièrement tous les deux aussi, hein, et du coup, est-ce que toi, tu as envie de répondre aussi à ces usages que tu as, toi, dans ton quotidien? Ouais, je pense qu'il y a un peu comme David et Vincent. Moi, j'utilise Cursor depuis quelques mois. Clairement, extrêmement utile. Ça fait une autocomplétion advance où, voilà, au lieu que ça te complète la méthode, ça te met le petit bloc de code que tu as peut-être envie d'écrire. Je l'ai utilisé pour écrire du Three.js notamment, et c'est une API JS pour faire de la 3D qui est assez verbeuse, et je trouve que c'est vraiment magique dans les trucs verbeux, où souvent, voilà, tu as des blocs de 3 lignes que tu vas écrire, tu commences à écrire la première et ça t'écrit les 3, et je trouvais ça vraiment génial. Surtout que je connaissais mal l'API vu que j'étais en train d'apprendre. Et je trouvais ça aussi très bien pour la pédagogie, c'est que je pouvais poser souvent des questions du pourquoi j'ai besoin de faire ça. Attends, t'as écrit une ligne auquel je m'attendais pas, et à quoi ça sert? Est-ce que je peux enlever ça ou... Et je trouvais ça très fort. Pour l'instant, la doc, Cursor est censé être capable d'indexer les documentations. Il le fait a priori très mal aujourd'hui parce que le robot qui va parser les docs parse très mal. Donc quand tu essayes de parser la doc de Three.js, il parse 2 pages sur l'intégralité de la doc, ça sert pas beaucoup, mais ils sont en train de bosser dessus a priori. Mais même sans ça, il l'a probablement indexé dans son modèle. Et du coup, c'est vrai que c'est très cool aussi en pédagogie. Je trouvais, enfin, c'était vraiment très pratique. Et j'avais pas besoin de connaître l'API par cœur, des trucs par cœur. Le fait de savoir à peu près me permettait d'écrire ce que je voulais. C'est vrai que moi, ce que j'ai aimé dans Cursor, ce que j'utilise là depuis un bon mois aussi, ce qui est bien, c'est que comme c'est du coup basé sur VS Code et que j'utilisais VS Code avant, finalement, il n'y avait pas tout un nouvel éditeur avec des nouveaux raccourcis, nouvelles extensions installées. Enfin, je retrouvais vraiment tout mon environnement de travail habituel, et en plus de ça, bah, du coup, il y avait toutes ces fonctionnalités d'assistance par IA et voilà, qui sont, comme dit Camille, un petit peu encore enfin voilà, qui sont pas parfaites, mais vraiment qui sont vraiment très très chouettes. Ouais. D'ailleurs, est-ce qu'il y a peut-être David ou Vincent, je sais pas si tous les éditeurs connaissent Cursor, est-ce qu'il y a quelqu'un de vous deux peut-être qui veut décrire ce que c'est Cursor, un peu faire la liste des grosses fonctionnalités, histoire que les éditeurs sachent de quoi on parle? Ah, c'est pareil, c'est un fork de VS Code en fait.
Donc il y a tout on top. Moi, j'ai pas suivi le train parce que j'attends que Microsoft le rachète. Comme ça, ce sera intégré, j'aurai pas à changer. J'ai la flemme de changer en fait. Mais sinon ouais, c'est ça, c'est un fork. Du coup, c'est pour ça que c'est exactement le même éditeur avec en plus la surcouche IA. Je pourrais pas dire quel modèle c'est. Je sais pas quel modèle c'est par rapport à Copilot. Je pourrais pas dire. Je peux peut-être le décrire vite fait. Du coup, ils ont plusieurs modèles intégrés en fait. Donc, ils ont un modèle qui est standard et très rapide qui s'appelle Cursor Small. Et après, il y a ChatGPT intégré et aussi Claude. Ouais, tu peux mettre Claude. Ouais, Euh, ok. Ouais, tu peux mettre les différents et choisir les modèles que tu veux appeler. Tu peux même appeler, je crois, des modèles custom si tu as envie. Et tu as différentes façons de les appeler. Tu peux les appeler inline et du coup, c'est pour modifier quelques lignes ou tu vois, tu peux sélectionner un truc et dire est-ce que tu peux me refactorer ça ou tu as une version de chat où du coup, il va te proposer des modifications sur les fichiers que tu veux bien lui donner. Et là, ils ont introduit il n'y a pas longtemps un truc qui s'appelle Composer, où là, pour le coup, il peut te proposer des modifs assez costauds qui vont même jusqu'à la création de fichiers, la suppression d'autres, où vraiment il va modifier en gros ton code et du coup, il lance des processus en parallèle où il va créer le code pour les différents fichiers. Et voilà à peu près les grosses fonctions. Je crois qu'ils sont en train aussi de faire un truc pour faire de la relecture de code qui est en alpha. Et voilà à peu près le gros des fonctions de Cursor. Ouais, c'est vraiment, vraiment cool comme outil en tout cas. Et enfin, voilà. Et peut-être si vous voulez pour la suite, on peut commencer avec les questions audio qu'on nous a posées. On a une première question de Eddy. Je vais vous la mettre et puis après, bah, ceux qui veulent pourront y répondre. C'est parti. Salut Mathieu, c'est Eddy de Hello Asso. Moi je suis Head of Infra et Dev Advocate et l'IA j'utilise énormément dans mes projets perso. Contrairement à ce qui a été dit d'ailleurs dans le podcast, je pense qu'il est possible de faire bien plus qu'écrire 10 lignes de code. Personnellement j'ai développé une application mobile en Flutter assez complexe et j'ai utilisé l'IA je pense à 90% du code. Et néanmoins, quand je discute avec certains de mes collègues, il y a une vraie réticence vis-à-vis de l'IA. Et cette réticence vient du fait de est-ce qu'on doit mettre l'IA dans les mains de tous les développeurs, notamment les plus juniors, et même sur les plus seniors, est-ce que finalement ça va pas les rendre plus bêtes? Ah, moi, j'ai une réponse toute faite. En fait, c'est pas l'IA, c'est le tooling, tu vois. Ma question pour Eddy, c'est est-ce que tu utilises Alfred sur ta machine? Sinon, pourquoi? En fait, en vrai, c'est pas vraiment l'IA, c'est plus l'outil. Et t'as des gens qui seront réceptifs ou pas. Enfin, Alfred, pour ceux qui savent pas, c'est un outil sur macOS pour automatiser, pour avoir des snippets, de l'autocomplete, lancer de workflow, genre de trucs. Automatiser la gestion de ton Mac, en fait. Et il y a plein de gens qui. Alors, je casse les noix à tout le monde pour qu'ils l'installent. Hein, et des gens, ça marche. Et il y a des gens, ça fonctionne pas du tout, en fait. Et je pense que c'est exactement pareil pour l'IA. C'est pas tant est-ce que l'IA, oui, non, c'est plus est-ce que j'arrive à changer ma façon de travailler et sortir de ma zone de confort pour apprendre un nouveau truc pour être plus efficace. Enfin, moi, ce serait ma réponse. Et est-ce qu'il faut le mettre en les mains de tout le monde? Bah oui, il faut juste essayer, quoi. Après, il y en a qui seront réceptifs ou pas. Je pense pas que. Parce que. Enfin, oui, ma réponse, ce serait oui. Après, est-ce qu'il faut forcément dire ah non, tu utilises ça et c'est tout? Ah bah là, non, en fait, c'est genre tu utilises pas, bah ok, c'est pas grave, tu peux faire des trucs très compliqués sans, bah vas-y, go, pas de problème. Toi, Julien, par exemple, qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que finalement, est-ce qu'il faut mettre l'IA aux mains de tous les développeurs et ce serait quoi les risques éventuellement? Alors, faut-il mettre l'IA entre les mains de tous les développeurs et développeuses? C'est pas à moi de dire oui, tu as le droit d'utiliser l'IA, non, tu n'as pas le droit d'utiliser l'IA. Après, en université, tout ça, je sais que ça pose des gros problèmes pour les gens qui, par exemple, font des études d'informatique. Il y a des gens qui vont utiliser l'outil pour plagier et on pourrait dire que certains outils sont des machines à plagier. D'accord, je pense qu'on parlera des problèmes d'attribution un peu plus tard, mais voilà, donc ça peut poser problème. Moi, je pense que la réponse à la question est oui. Il faut que tout le monde essaie, et notamment pour se rendre compte des limitations. D'accord ? Je pense que la question, c'est plutôt quel degré de confiance on accorde aux résultats de ces outils. D'accord ? Si on reste... si on est suffisamment dans le doute c'est sain, alors je pense qu'il n'y a pas de mal à utiliser ces outils. Mais après,
Peut-être qu'une meilleure question, ce serait faut-il mettre l'IA dans la bouche de tous les businessmen et women? Ouais, ça c'est sûr que c'est aussi une bonne question. L'usage de l'IA je pense, c'est une question vraiment intéressante. Et j'ai vu, Vincent, aussi que tu voulais prendre la parole. Ouais, complètement. Bah, déjà, je rebondis sur ce que disait Julien. Je suis complètement d'accord. Je pense que derrière, je pense que la question, c'est euh, l'idée que des personnes puissent juste déléguer complètement une partie, même tout leur code à une IA et croire que c'est l'IA qui va coder à leur place et qu'ils auront juste besoin, enfin, juste à, voilà, laisser l'IA coder pour eux et que tout va bien se passer. Je pense que c'est extrêmement naïf. Donc complètement d'accord. Je pense que le point le plus important, c'est de toujours relire ce qui a été fait, faire des modifs et, comme tu disais, toujours remettre en question le code qui a été produit. Je pense que déjà, si on fait ça, l'immense majorité des problèmes immédiats liés à l'IA sont minimisés. Ça, c'était le premier point. Et après, la question m'a fait vraiment penser. J'ai lu un sondage publié par Stack Overflow la semaine dernière, donc c'est tout récent. Et en gros, ce que j'ai retenu, c'est 75% des développeurs utilisent ou prévoient d'utiliser cette année des outils de coding basés sur l'IA, quoi. Et ça m'a fait vraiment marrer parce qu'en fait, le truc est un peu méta, mais ça m'a rappelé en fait la sortie de Stack Overflow. Donc, il y a déjà plus de 15 ans pour les anciens qui se souviennent des débuts de Stack Overflow, c'était les mêmes débats. Je trouve ça assez marrant. Il y a un nouvel outil qui arrive, une traction incroyable, tout le monde en entend parler, tout le monde se met à s'en servir en très peu de temps. Donc je pense que déjà il y a un côté un peu inéluctable c'est assez rare en fait, hein, qu'il y ait des technos qui arrivent comme ça et qui ont une telle traction chez les devs. Mon avis perso, c'est que le train a déjà quitté la gare et que maintenant, petit à petit, les LLM vont faire progressivement partie de la boîte à outils de tous les devs. Et ensuite, sur les problèmes que ça pose, en fait, déjà à l'époque, quand Stack Overflow était sorti, il y avait énormément de critiques qui étaient faites et on a vu apparaître un nouveau terme, c'était les développeurs copier-coller. Et effectivement, il y avait plein de développeurs, et entre autres, pas que, mais aussi des juniors, qui du coup allaient sur Stack Overflow, cherchaient un truc qui ressemblait à ce qu'ils voulaient faire, prenaient le code, copier, coller, puis après je tweak, et puis j'essaie de faire en sorte que ça marche, et c'était un anti-pattern énorme. C'était pas Stack Overflow qui était un mauvais outil, et petit à petit, en fait même très vite, l'industrie s'est adaptée, on a assez vite identifié les bons et les mauvais usages, et en à peine quelques années, c'est devenu un outil hyper banal, et ça veut pas dire que les problèmes ont disparu, mais en fait, toute l'industrie s'est adaptée et dans l'ensemble, ça s'est bien passé, quoi. Julien, tu voulais réagir? Justement, sur le sujet de Stack Overflow, donc déjà, je dirais prendre leur rapport avec des pincettes, étant donné qu'ils ont une solution estampillée AI. Et puis, justement, il y aurait des choses à dire sur le sujet de Stack Overflow, puisque leur solution AI, ils l'ont entraînée sur le contenu généré par la communauté. Alors que ça entre en conflit avec la licence sous laquelle ce contenu est censé passer. D'accord ? Donc ça a jeté un pavé dans la mare. Il y a plein de membres de la communauté qui ont quitté Stack Overflow pour cette raison. Il y a eu des tentatives de changer de licence, etc. Donc il y a des gros problèmes de ce côté-là. Ok, ouais, c'est intéressant. Ça veut dire qu'on va aller sur Google et lire la doc. Oh, truc de ouf. Alors après, j'ai une autre question donc, qui va être assez différente de Charles. Donc je vais la mettre. Salut Mathieu, j'espère que tu vas bien. C'est Charles, tech lead chez Théodo. En fait, moi, ce qui m'intéresse au sujet de l'IA, c'est en plus de nous aider à écrire du code et à relire du code, est-ce que tu penses qu'on va trouver un produit qui va nous aider dans la documentation de notre code, à la fois dans le nouveau code qu'on écrit, mais aussi quand on se retrouve avec des gros sujets legacy pour bien comprendre ce qui est en fait dans la base de code. Merci beaucoup pour ta réponse. Salut. Est-ce que du coup, quelqu'un souhaite répondre à Charles? Vas-y, moi je vais commencer à chaque fois, moi je le fais déjà, je fais du TypeScript, du coup il y a plus, enfin voilà, c'est de la doc, elle s'auto-génère. Mais sinon, quand je surligne une ligne, je fais /doc, enfin pomm.j/doc, ou c'est pomme, je sais plus quoi, j'ai changé le raccourci. Et moi ça fait déjà, ça output de la JS doc.
Et je sais que en preview, enfin GitHub Copilot Preview Next, un truc du genre, faut chercher sur Internet. Il y a déjà un agent dans le cloud qui, quand tu fais une PR, tu peux le configurer. C'est pas encore en open en fait, mais tu peux lui dire bah vas-y là, j'ai pas écrit de doc, ponds-moi de la doc dans ma pull request et après je la revisite. Du coup, oui, mais un truc genre tiens, prends projet legacy version finale.2.0. Je sais pas, parce qu'il faut déjà de base que ce soit assez bien structuré, bien. Par exemple, là, je travaille dans un projet avec du CPE sur un firmware C++, tu vois. Et en fait, le code, il n'a aucun sens. Tu vois, même moi, quand je le lis, ça n'a aucun sens. Parce que même les variables, les noms de variables n'ont aucun sens. Et les noms de fonctions n'ont aucun sens. Donc en fait, là, je vois pas comment l'IA pourrait de base, avec un truc assez legacy où structurellement, c'est pas écrit pour des humains, comment l'IA pourrait deviner ce que ça fait et te rendre plus d'informations et pas halluciner comme on connaît tous, où des fois on demande une solution et l'IA nous dit ouais, pas de problème, c'est exactement ça, et en fait, pas du tout. Donc, maybe, mais allez, dans les 5 ans plus. J'ai un petit exemple lié à ça. Alors, c'était pas pour de la doc, mais du coup, je disais tout à l'heure, je faisais Three.js et j'ai repéré un projet en ligne qui avait un effet qui me plaisait. Et donc, il y avait une liste. Sur Three.js, tu peux mettre des listes d'effets, mais le code était minimisé. Et du coup, j'ai inspecté le code, j'ai pris la partie minimisée qui m'intéressait et je l'ai donné dans Cursor à, je sais plus, je pense que c'était Claude. Et en fait, comme il savait de quoi ça parlait, en fait, il a pu très très facilement me le refaire avec les belles variables, me dire ce que ça faisait, m'expliquer le code. Et c'était trop bien. Le code était vraiment illisible pour un humain. Mais en fait, comme la structure, elle était extrêmement logique pour une machine, du coup, en fait, ils sont très bons pour faire ça. Et j'ai été surpris de vraiment déminifier du code hyper easy pour une IA. En tout cas, dans ce cas qui était plutôt simple. Ouais, non, franchement, en tout cas, ça fait rêver. Et moi, c'est régulier des fois, surtout sur Three.js par exemple. J'en fais aussi. Camille en parlait tout à l'heure. En fait, je vais lire un peu du code en fait pour comprendre Three.js. Alors, la doc est bien faite, hein, mais dès qu'on veut creuser un petit peu, ça peut être très utile. Je le fais pas aujourd'hui, mais j'aimerais bien essayer de voir ce que l'IA pourrait me proposer pour essayer de bien comprendre certaines choses. Il y a certaines choses, je me dis, mais pourquoi ils ont fait ça? Il y a peut-être l'aspect humain, mais des fois, j'aurais pas fait ça comme ça, et ça, je pense que ça peut être assez intéressant. Je vois Vincent, si je prends dans l'ordre, Vincent, je pense que tu voulais réagir aussi. Ouais, complètement. Je pense que ça, c'est vraiment un bon use case des LLM. Il y a notamment des projets qui sont encore en phase expérimentale, mais qui donnent déjà des résultats super cool. Donc déjà, un truc qui existe, sur lequel on peut jouer, j'ai vu sortir ça l'année dernière. Il y a un mec qui a sorti Tolly GPT. Et en fait, le principe, donc c'est un mec qui bosse sur la codebase de Solana, qui est une blockchain écrite en Rust, et notamment tout le code qui est lié au validator est assez mal documenté. Et du coup, souvent ils avaient des demandes comme c'est un projet open source, des gens qui posaient des questions, etc. Ils ont indexé du coup la codebase et ils ont fait un outil de Q&A en ligne. En fait, ça se présente vraiment comme ChatGPT, sauf que lui, il a un seul sujet, c'est il connaît très bien la codebase du validator. Donc, si quelqu'un a des questions tech sur la codebase du validator, du coup, il peut interagir dessus et ça a pas mal déchargé l'équipe en termes de support sur la codebase. Et du coup, j'avais regardé un peu ce que j'avais trouvé l'idée géniale. En fait, je partagerai les liens après, ceux qui veulent jouer avec pourront regarder ça de leur côté. Donc c'est le projet sur GitHub, c'est Autodoc, et lui-même s'appuie sur LangChain, qui est toute une suite de tooling pour créer des applis basées sur des LLM. Et notamment, il y a toute une partie code understanding dans LangChain, et donc tout est basé là-dessus. Mais du coup, l'idée, c'est pouvoir assez facilement générer une interface de chat sur une code base. Et donc, c'est une autre vision de la documentation. Du coup, il y a la doc traditionnelle qui est importante, qu'on peut lire et tout. Mais si on a des questions, là, du coup, on peut interagir avec un LLM qui a été entraîné sur cette code base. Ça, je pense que c'est vraiment
j'aimerais que ce soit le futur de la doc. Je pense que c'est vers ça qu'on se dirige, quoi. Génial, franchement, ouais, ça donne envie en tout cas. Et Julien aussi, tu voulais réagir? Oui, alors, sans surprise, moi je suis un peu plus dans le doute. Donc, la documentation, c'est quelque chose que... Écrire de la documentation, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. Je pense passer plus de temps à écrire une doc aux petits oignons plutôt qu'à implémenter ce que je veux faire, souvent, dans mes projets. Je pense à mes projets open source en Go, par exemple. Et moi, je perçois un risque dans l'idée de demander à un outil comme un LLM de générer de la doc pour quelque chose qui n'est que de l'implémentation. Et le risque, c'est que le code regarde à l'implémentation d'une fonction, mettons, et ne va regarder, va en fait générer une doc qui spécifie trop le code, qui colle trop au code. Quand on écrit de la doc, on ne veut pas forcément dire « Ah, je garantis que blablabla, blablabla ». La doc, le comportement dévie un peu, le comportement qu'on garantit peut dévier un peu de l'implémentation. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais le risque, c'est trop spécifier le comportement et pas assez le comportement général qu'on a en tête. Ouais, c'est très clair, effectivement. Je pense que aussi une partie, ouais, c'est ça, de ne pas coller complètement au code et finalement une partie pédagogique, à mon avis, de la doc. C'est clair. Est-ce que l'IA peut faire ça? Pas sûr. Hein. Mais peut-être juste rapidement pour rebondir sur ce que tu dis, Julien, moi je suis encore assez d'accord avec toi. Je pense que l'idée que c'est juste une IA qui va faire le taf à notre place et que tout va être magique, je pense que ça c'est vraiment une erreur, mais hyper commune en plus. Ça, je pense que ça vaut le coup de le répéter plusieurs fois. Je pense que c'est vraiment une mauvaise utilisation de l'IA. Je pense que par contre, la doc, comme les tests, c'est souvent un peu le parent pauvre du projet. Et on voit beaucoup plus souvent des projets où il n'y a pas de doc, pas de test. Je pense que si l'IA permet de passer de 0 à 1 et améliorer l'état de documentation et de test des projets, bah c'est bon à prendre. Mais par contre, je suis complètement d'accord avec toi. C'est super important que les gens continuent à prendre du temps à écrire de la doc. Ils peuvent peut-être s'aider avec des outils qui vont leur faire gagner du temps, mais sur le fond, voilà, je voulais juste faire un plus un en disant que c'est important que les gens continuent à eux-mêmes dédier du temps à, comme tu dis, faire de la doc aux petits oignons, c'est super important. Si ça vous va, on va peut-être enchaîner avec la question de Fabien, du coup, que je vais lancer et on pourra réagir à sa question tout de suite après. Salut les Human Coders, je suis Fabien Plat, je suis actuellement en freelance en tant que business analyst. J'avais une question pour vous regardant l'IA. Aujourd'hui, j'ai codé des projets en Python alors que je n'ai jamais fait de Python de ma vie. Et c'était facile car mon expérience de développeur m'aide à la réalisation du projet. Là où j'ai rencontré des difficultés, c'est pour explorer d'autres manières de faire. Par exemple, j'aimerais beaucoup me concentrer sur de l'architecture, sur du Domain Driven Development, DDD, ou de l'architecture hexagonale, ou des architectures un peu plus simples. Malheureusement, je n'ai pas la connaissance ni les sources qui me permettraient de guider l'IA. Ma question est la suivante. Comment je peux permettre à l'IA de me donner les clés d'explorer des choses que je ne maîtrise pas, des choses où je ne peux pas la guider autant que je le voudrais? Ouais, donc vaste question. Je sais pas si quelqu'un est inspiré pour y répondre. Ouais, je peux faire un petit début. Je pense que sur des sujets comme ça qui sont pas a priori triviaux, typiquement dans Cursor, le fait qu'il y ait un chat, moi ça me sert beaucoup à ça. Typiquement, je peux poser des questions et du coup peut-être des choses qui l'IA est pas là forcément juste pour prendre du code, elle peut aussi donner des infos avec du texte ou des trucs comme ça. Et peut-être qu'il faut se servir du chat pour des outils comme ça. Et je pense que la fonction composer typiquement de Cursor est très utile aussi pour des choses qui sont pas juste implémenter une fonction, mais donner une archi ou donner une structure de fichier ou donner des patterns plus complexes où l'IA va nous aider à construire cet ensemble, cette structure. Donc peut-être explorer des outils comme ça, je pense.
Puis je pense qu'on n'y est pas encore aujourd'hui. On ne sait pas si ça arrivera dans quelques années, mais c'est aujourd'hui, quand on utilise une librairie, on ne comprend pas forcément tout le code de la librairie. On comprend juste la documentation, son API. Et je ne sais pas s'il existerait un monde où demain, l'IA peut nous générer une librairie qui est une sorte de boîte noire qu'on ne comprend pas. Et voilà, on a donné des use cases très, très basiques et derrière, on pourrait avoir, on l'utilise. Mais bon, après, j'imagine tous les risques aussi que ça peut entraîner. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir? Ouais. Bon, peut-être pour compléter ce que tu disais là-dessus, je pense qu'en fait, quand on aborde un nouveau sujet qu'on maîtrise pas, déjà, je pense que par rapport à tout ce qu'on disait avant et tout, je pense qu'il faut être d'autant plus vigilant par rapport à ce que l'IA va produire, même comme explication, etc. Parce que quand on est sur un domaine qu'on maîtrise bien, c'est là où c'est le plus simple, parce que quand il y a des hallucinations, des problèmes ou autres, on les repère beaucoup plus vite. Donc ça, c'était petit warning. Mais sinon, dans l'ensemble, je pense que quand on aborde un nouveau sujet, de toute façon, à part lire la doc, des bouquins, des tutos, ça, je pense que ça change pas. Je pense que ce que l'IA apporte, c'est plus justement le côté... parce que c'est quand même assez solitaire comme expérience. Hein. Lire de la doc, lire des tutos, un bouquin, après on est seul face au code, c'est pas toujours le plus confortable. Là, avoir justement un chat avec lequel on peut dire, OK, j'ai lu ça, j'ai pas compris ça, est-ce que tu peux m'expliquer? Et ensuite aussi, par exemple, je sais que je l'avais fait en Rust, je code pas du tout en Rust, je pars de zéro. Bref, donc du coup, je trouvais ça marrant de faire une petite appli, genre une to-do list, et du coup de lui demander d'illustrer certains points. Quand je comprenais pas quelque chose ou autre, ça pourrait typiquement s'appliquer à de l'architecture en disant je codais une to-do list mais en utilisant du DDD ou ou en implémentant une architecture hexagonale ou autre. Je pense que là pour le coup peut y avoir un dialogue intéressant avec l'IA quoi. Et t'as réussi? Enfin, ça a fonctionné ton truc de to-do list avec DDD? Ah oui, to-do list c'est vraiment un truc très basique donc ça fonctionnait. Ah, mais justement, parce que du coup ça c'est chicken egg problem, c'est genre t'as pas de données ou t'as pas le contexte ou t'as pas assez de features entre guillemets pour faire un truc compliqué comme l'architecture hexagonale. Ouais, je pense Tu vois? qu'après, architecture hexagonale, je pense que c'est plus un concept, comme le domaine-driven development ou autre. Donc, je pense que c'est plus, pareil, dire voilà, j'ai une appli en MVC, aujourd'hui elle est architecturée comme ça. Si je voulais la réécrire en... Et je pense que là, en plus, en tout cas, j'invite tout le monde à faire le test. Je pense que je pense que typiquement ChatGPT ou Claude serait pas mauvais là-dessus en disant voilà, on va coder ensemble une petite application, une to-do list par exemple, qui illustrera les grands principes de l'architecture hexagonale. Je suis sûr que la réponse va être pas inintéressante pour quelqu'un qui veut découvrir le sujet, quoi. T'as dit sûr, hein, attention. Hein. Tout le monde va te tomber dessus si c'est pas le cas. Alors, ouais, j'invite d'ailleurs tout le monde en commentaire à répondre au podcast avec les réponses les plus pétées qui ont été proposées par l'IA, ça peut être marrant. Génial. Julien, tu voulais aussi répondre? Oui, alors sur un sujet qu'on ne maîtrise pas forcément, moi je rejoins ce que Vincent vient de dire. La vigilance est de mise, d'accord. Vincent a parlé d'hallucination, ça me rappelle un papier que j'ai vu passer il y a pas très longtemps, et le titre en anglais c'est ChatGPT is bullshit. Et dans le papier, il raconte que en fait, hallucination, c'est le mauvais terme, et que ChatGPT et les LLM s'apparentent plus à des bonimenteurs. Ils n'ont pas d'hallucination, ils racontent des histoires à dormir debout, mais avec l'assurance d'un colporteur, d'accord. Donc, voilà, ces outils peuvent nous donner des réponses tout à fait vraisemblables, mais justement, quand on ne maîtrise pas le sujet, méfiance. Après, quand on ne maîtrise pas le sujet, je vois pas le problème à demander une série de ressources ou de références, de bouquins, etc. et ensuite de les passer en revue avec un esprit critique, ça ne me pose pas de problème. Mais voilà, accepter les réponses toutes faites de ChatGPT. Je peux citer un exemple peut-être. Un sujet que j'affectionne aussi, c'est... Alors, je suis un peu bizarre, mais j'aime bien Cors.
Et ça m'est déjà arrivé de poser des questions sur Corse à ChatGPT et il me sortait les pires trucs possibles. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement de mauvaise compréhension du sujet, et vu que ChatGPT est entraîné là-dessus, en fait, il ressort les mêmes bêtises que la plupart des gens. Donc méfiance, il y a une boucle, un cercle vicieux, garbage in, garbage out, et on remet le garbage in, et on ressort le garbage out, etc. Et c'est sans fin. Voilà, je me tais. Ouais, complètement. En tout cas, moi, j'ai aussi expérimenté avec Claude et il avait l'air tellement assuré dans ses réponses pour une question que je lui posais sur un algo de géométrie que du coup, je finissais par croire que c'était moi qui n'avais pas compris. Et du coup, je lui demandais tout le temps des explications et en fait, bah non, en fait, le bilan, c'est que c'était lui qui se trompait, quoi. Mais quand j'étais pas, je suis pas mathématicien, il y a des choses sur lesquelles que je connaissais pas parfaitement, donc il avait l'air tellement assuré que je pensais vraiment que par défaut c'était plutôt lui qui avait raison, parce que j'étais pas spécialiste du sujet sur lequel je lui demandais une réponse. Et donc voilà, bon, je pense qu'on s'est tous déjà retrouvés confrontés à ça. Si ça vous va, on va écouter la dernière question audio en fait de notre auditrice. Alors ça va être Bic. Voilà, je lance l'audio. Hello Matt, moi c'est Bic, je suis développeuse Java chez Sigma et je me demandais, lorsque vous utilisez une IA, est-ce que vous considérez les aspects éthiques? Si oui, lesquels? Voilà, est-ce que quelqu'un a envie de répondre à cette question? David, vas-y, toi d'abord. Là, en fait, en vrai, j'ai pas compris la question. Enfin, c'est pas que j'ai pas compris la question, c'est que j'ai compris, mais c'est tellement vaste comme sujet que. Peut-être pour reformuler, je pense qu'on en discutait rapidement avant le podcast avec Camille. Il peut y avoir les questions, par exemple, de quelles sont les données sources en fait utilisées par l'IA pour nous aider. Et il peut y avoir des questions, franchement, qu'on pourrait se dire, est-ce que c'est éthique finalement que il va aller pour nous générer un super code, s'inspirer de codes, en fait, tout simplement qui sont pas libres de droit peut-être, qui sont pas open source et qui va tout simplement récupérer comme ça et le digérer, le transformer pour nous, mais finalement peut-être sans l'approbation des développeurs initiaux en fait qui avaient écrit ce code. Ça peut être une piste, il peut y en avoir d'autres, hein, je veux pas trop vous orienter. Ouais, je peux sauter dans le... ouais, effectivement, donc Matt, tu en parlais, le problème de l'attribution, c'est énorme. À ma connaissance, en tout cas pour ce qui est des LLM, aucun de ces outils ne peut dire « Ah, mais en fait, ce que je viens de te pondre, c'est un mélange de ça, ça et ça vient de tel code source, etc. J'ai fait un mélange. » Donc ça, c'est problématique, d'autant plus que les données d'entraînement, parfois, ne sont pas sous des licences qui sont compatibles avec cet entraînement. Donc effectivement, ça pose de gros problèmes et je pense que d'ici quelques mois, d'ici quelques années, on va avoir OpenAI et toutes ces boîtes qui vont se retrouver avec des procès aux fesses et ça va faire très mal. Je crois que c'est déjà le cas si je dis pas de bêtises. J'ai évoqué Stack Overflow plutôt qui a effectué ce genre de choses et justement en réaction à d'autres boîtes qui piquaient ces données, qui piquaient le contenu généré par la communauté Stack Overflow pour leur propre modèle. Donc Stack Overflow s'est dit on va faire pareil, merci, on prend votre contenu. Un autre problème, c'est les biais. S'il y a des biais dans les données d'entraînement, Dieu sait que on a déjà des problèmes de biais dans le développement logiciel. Je pense que l'intelligence artificielle, c'est un multiplicateur de ces biais. Voilà. Complètement. Il y a peut-être une autre chose aussi qui me venait à l'esprit, c'était, on n'en a pas parlé encore, c'est les aspects écologiques. Enfin, moi, je pense que ça me pose aussi des questions éthiques de me dire que... Alors, c'est peut-être génial que Cursor m'aide à autocompléter mon code un peu mieux qu'un autocomplete standard, mais je me dis, à chaque fois que j'appuie sur la touche Tab, il va y avoir une requête web qui va partir avec tout un calcul derrière et qui est peut-être un peu over-engineeré par rapport à mes attentes et qui peut-être, je me dis, si tous les développeurs utilisent ça demain, et on pourrait extrapoler à tout un tas de personnes dans leur quotidien, même au-delà du développement, est-ce que ça pose pas des problèmes écologiques? Mais honnêtement, j'ai pas la réponse et peut-être que certains me diront non, mais tout est super optimisé et en fait, il n'y a pas de souci.
D'après ce que j'ai pu lire, effectivement, c'est un gros sujet. Et ce genre d'outils ont l'air d'être assez gourmands en ressources, donc je te rejoins totalement. J'ai pas les éléments de réponse pour dire oui, c'est une solution abominable pour ce qui est de l'environnement, mais je te rejoins sur tes inquiétudes, disons. Peut-être on pourrait finir sur une dernière question. Je vois l'heure qui passe. Une dernière question que j'avais envie de vous poser, c'était comment imaginez-vous que l'IA changera notre métier dans quelques mois, dans quelques années? En fait, c'est un petit peu de petite question de prospective. Qu'est-ce que vous aimeriez en fait attendre de l'IA, voilà, ces prochains mois, ces prochaines années? Je sais pas qui veut répondre. Notre job, il sera pire parce que tous les gens, ils vont dire non, mais ça, je sais, j'ai fait une app avec une IA, ce sera plus mon cousin Kevin. Tout le monde saura faire une app IA et dénigreront encore plus notre Tu travail. penses, toi? Ouais. Non, mais ça, c'est parce que moi, je suis confronté en freelance tout le temps avec des clients, du coup, tu vois, je sais. Mais non, mais moi, je rêve quand même du jour où le fameux commit strip, où c'est le chef de projet qui vient voir le dev et qui dit ouais, on n'a plus Ah besoin oui. de vous, maintenant on fait des apps en no code. Voilà, Ouais. je reste pouf, mic drop. Il y avait aussi celle où en fait il disait ouais, ce serait génial qu'on ait juste à donner des instructions claires et automatiquement du coup l'appli est codé, et puis après le développeur qui dit oui, des applications des instructions très claires, structurées avec des conditions, etc. Bah ouais, ça s'appelle le code. Je pense que ça, ce sera juste un truc, tu sais, un layer en plus sur tout le merdier qu'on a. Mais à la fin, il faudra quand même quelqu'un qui guide push et qui comprenne et qui aille sur les serveurs et qui check les logs s'il y a un problème, quoi. Donc, sur le. Je pense que enfin, est-ce que ça va voler notre travail? Pas sûr, hein. Julien, tu voulais réagir? Ouais, tout à fait. Donc, je vous rejoins tous les deux. Je pense que certains de ces outils produisent des solutions assez impressionnantes, notamment au niveau de la vitesse de génération, etc. Mais après, est-ce que le fait de pondre une application plus vite, c'est vraiment synonyme de productivité? Est-ce que ça ne va pas créer des problèmes de maintenance dans une semaine, un mois, des années? Il y a ce concept que j'aime bien qui vient de John Osterhout, qui a écrit un bouquin qui s'appelle en anglais Philosophy of Software Design. Et il parle de ce concept de tornade tactique. Donc une tornade tactique, en gros, c'est un développeur ou une développeuse qui pond du code très vite et puis qui a tendance à être soit promu, soit à passer d'une boîte à l'autre, mais en fait qui laisse un problème de maintenance énorme pour le reste de l'équipe. Et je me demande si ces outils ne sont pas en train de créer des tornades tactiques partout. Et d'ici quelques années, on aura des gros problèmes de maintenance et c'est peut-être à ce moment-là que notre occasion se présentera en fait. On viendra sauver la mise. Donc c'est ça que j'espère que ces outils d'intelligence artificielle vont faire. Enfin, je ne l'espère pas, mais je le crains en tout cas. Je pense qu'il y a plein de trucs à dire sur le sujet. Déjà, bon, je rebondis sur la question parce que c'est vrai que tout le monde, je crois qu'on en avait même parlé lors du répondeur là sur l'IA, le sujet de le futur du métier de développeur. C'est vrai qu'il y a plein d'inquiétudes, mais bon voilà, moi à titre perso, je suis vraiment pas très inquiet. Et pour le coup, c'est aussi parce que quand on écoute, enfin même Sam Altman, le CEO de OpenAI, et enfin, tous les gens qui bossent sur le sujet, eux, tout ce qu'ils imaginent, c'est exactement le contraire. C'est que la demande en termes de développeurs va probablement exploser. Et la principale raison, c'est qu'ils disent aujourd'hui le monde du logiciel, c'est clairement un monde qui est contraint par le supply, pas du tout par la demande. Et je pense que tout le monde, parmi les gens qui écoutent, regardez les roadmaps de la boîte dans laquelle vous êtes, elles sont toutes chargées à bloc, ça déborde dans tous les sens, et même comme ça, il y a eu combien de sujets auxquels on a dit non, on n'a pas la bande passante pour les traiter. Donc en fait, je pense que quand on rend les développeurs 2 fois, 3 fois, puis on peut imaginer ce qu'on veut, 10 fois plus productifs, on divise pas le nombre de développeurs par 10. En fait, on permet, avec le même nombre de développeurs, de traiter plus de projets. Et si on se dit demain qu'en fait, on va augmenter la quantité, le logiciel appelle le logiciel, quoi. Plus on va
digitaliser le monde, plus va y avoir de demandes. Donc en fait, c'est exponentiel. Et je pense que clairement, eux, en tout cas, c'est ce qu'ils imaginent. Et je trouve ça assez pertinent comme vision. Enfin, en tout cas, voilà, depuis l'apparition du web, clairement, on voit que les besoins, alors qu'on a de plus en plus d'outils, on est largement 10 fois plus productif en tant que dev aujourd'hui qu'en 2000. Ça, c'est sûr. Et pourtant, la demande en termes de nombre de devs, elle a largement aussi été multipliée par un facteur de X fois depuis 2000. Je pense que ça va pas s'arrêter. Donc, je pense que c'est juste un outil d'accélération supplémentaire. Et puis après, si vous voulez, enfin, je vais laisser parler les autres, mais on peut aussi parler au quotidien. Je trouve ça vachement intéressant comme tu disais, de fantasmer un peu sur à quoi pourrait ressembler le futur du métier de dev avec des outils qui existent pas encore aujourd'hui, quoi. Ouais, complètement. Mais moi, il y a des choses que, enfin, je me dis, ça pourrait faire rêver. C'est tout ce qui est un petit peu laborieux. Alors, je sais plus de quelle société c'était, mais Camille me parlait d'une société où ils avaient migré en fait toute une application, mais assez importante d'une version à une autre de leur framework. Et en fait, on sent que c'est le truc qui est quand même vraiment en général qu'on n'aime pas faire. Et du coup, l'IA a pu proposer en fait, voilà, une version de migration. Alors, j'imagine que derrière, il y avait évidemment une relecture des myriades de tests, etc. Mais si ça peut nous aider aussi pour les choses un peu laborieuses, comme on parlait des tests, bon ça c'est le cas aujourd'hui, mais si ça peut être plus efficace pour toutes ces choses demain, ça peut être déjà très chouette. Et ensuite, moi je me souviens que j'avais retenu une des discussions qu'on avait eues aussi ensemble, Vincent, et que je trouvais assez cool, c'était si l'IA était capable, enfin facilement on va dire, c'est plutôt une question d'ergonomie, mais de pouvoir récupérer les captures d'écran, ou notre écran pour voir la stack trace ou l'application web ou l'application mobile qu'on est en train de développer, d'avoir un retour direct en fait sur la console et l'appli pour pouvoir itérer en fait tout simplement quand il y a une erreur et nous aider à trouver d'où vient l'erreur, etc. et nous faire gagner ces 10, 15 voire une demi-heure qu'on aurait pu passer à trouver le problème et ça peut être des choses mais en tout cas qui me feraient rêver, voilà. À l'Inter, quoi. Ouais, le Linter, il est bien aussi. Ouais. Hein, je pense que c'est une première étape, mais ouais. Avec de l'IA. L'Inter avec de l'IA, ça n'a rien à voir. En fait, on arrive un peu à la fin de notre épisode. Du coup, je me dis, si vous avez un petit mot de la fin, chacun à nous partager, une petite reco liée à notre sujet. Je sais pas, qui voudrait commencer? Je peux commencer si tu veux. Un truc dont t'as pas parlé, c'est que moi je m'en sers beaucoup pour faire du code créatif. Et du coup, certains défauts peuvent devenir des qualités. Et notamment le côté hallucination, je sais pas quel terme il faudrait qu'on utilise, mais finalement pour faire quelque chose de créatif, ça peut être assez intéressant de temps en temps. Et l'inattendu ou quelque chose qui n'est pas prévu peut finalement devenir quelque chose d'esthétique et agréable, ou en tout cas créer quelque chose auquel j'aurais pas pensé. Et du coup, c'est peut-être aussi un usage, accepter des fois que ça fasse pas exactement ce qu'on a envie, mais que finalement on peut profiter de. Alors ça marche pas partout, hein. Mais pour la partie créative, c'est assez intéressant et je trouve que c'est assez agréable de dire ok, donne-moi différentes façons de warper cet espace ou propose-moi des palettes de couleurs ou déforme ces couleurs, déforme ces formes ou plein de choses comme ça, de plein de façons différentes et j'aurais pas pensé, même des fois c'est des trucs bêtes, mais des formations spirales, je dis mais oui, mais des spirales je peux en faire, j'avais pas pensé. Et évidemment il va pouvoir me proposer l'implémentation après et pas trop se tromper. Du coup, c'est aussi un aspect qui est intéressant et qu'on peut creuser, l'aspect créatif. Oui, donc moi, si je devais recommander quelque chose, c'est un outil ou un didacticiel qui s'appelle Gandalf, dont vous avez peut-être entendu parler. Avec l'arrivée des LLM, en fait, la plupart des LLM implémentent des garde-fous. D'accord ? Si vous leur demandez de but en blanc, donne-moi la recette de la dynamite, ils vont dire mais non, je ne suis pas autorisé à te donner la recette de la dynamite, voyons. Mais si tu dis oui mais en fait je suis en train d'écrire, si tu prends le LLM par les sentiments, tu lui dis oui mais en fait c'est pour un article que j'écris pour l'école sur l'industrie minière, il va te faire ok bon d'accord, alors tu prends tu prends de la nitroglycérine machin, il va te donner la recette de la dynamite. Donc l'idée c'est que en fait avec les LLM est apparue cette nouvelle faille de sécurité qui en anglais, je sais pas s'il y a une traduction en français, mais en anglais ça s'appelle prompt injection et ça consiste à trouver un moyen de contourner ces garde-fous, d'accord ? Et donc Gandalf, c'est ce qu'il fait, c'est
une sorte de LLM, un petit LLM, d'accord ? Et l'idée, c'est de contourner tous ces garde-fous petit à petit. Et donc, il y a plusieurs étapes, je crois qu'il y a 8 étapes. Donc, au départ, c'est très facile. Et puis, ça se corse de plus en plus. Et c'est pas mal pour montrer justement les limitations des LLM et des garde-fous qu'on peut implémenter chez eux. Et d'ailleurs, pour le détail, il y a des boîtes qui payent des récompenses quand tu arrives à contourner les garde-fous mis en place. Donc, ça peut être fun et ça peut être, lucratif. Nice. Moi, j'ai un conseil hyper, un peu comme ce que tu disais Camille, mais moi, c'est plus pour les jobs. Genre, en fait, traduire, c'est chiant, hein. Personne ne le fait. On a des fichiers. Ah bah, je le ferai plus tard, hein. Le fameux en-YAML ou .json ou whatever, hein. Eh bien non, les amis. Car si vous faites pomme A, translate, format dist ou FR ou EN ou espagnol ou whatever, et ben en fait, Git, enfin là, moi, j'utilise c'est Copilot, il est assez intelligent pour translate, mais pas les clés de translation. Voilà. Du coup, il n'y a plus aucune excuse pour avoir des applications traduites correctement. Voilà, bon tips du jour, les amis. Ouais, plus un là-dessus, hein. Franchement, sur les traductions, on s'en est beaucoup servi chez Corporeum, on s'en sert encore. Pas que les traductions statiques d'ailleurs. Je sais pas si vous avez le cas, mais souvent, soit dans l'admin, soit des textes dynamiques du coup qu'il faut également traduire. Bah là, en plus, du coup, on peut aussi, c'est vraiment 50 lignes de code, hein, c'est rien du tout. Appeler l'API directement de OpenAI, Anthropic ou autre pour lui demander de dynamiquement traduire le texte qui a été input dans l'admin. Ça nous a fait gagner un temps mais énorme, quoi. Donc pour les traductions, en plus, les traductions, c'est vraiment un domaine où la qualité des réponses est vraiment top. Pour le moment, on n'a encore eu aucune erreur. Un jour, ça arrivera, mais vraiment, le taux d'erreur est plus proche de 0 que de 100, quoi. Ouais, peut-être le conclusion, j'invite juste tout le monde à se faire un avis, à tester, quoi, en fait. En gros, je pense que il y a des outils qui sortent. C'est aussi, je trouve ça, ce qui est fun, je trouve, avec le sujet de l'IA, c'est que ça bouge quand même. Enfin, je dirais pas toutes les semaines, mais tous les mois, en tout cas, il y a des nouveaux outils avec lesquels on peut jouer. Je pense que, en tout cas, en tant que dev, faire un peu de veille là-dessus. Enfin, voilà, déjà, on trouve des trucs qui sont utiles et qu'on peut intégrer dans son quotidien de temps en temps. Et puis, ça permet de voir un peu comment les choses avancent et tout. Donc voilà, tester, utiliser tout ce que vous pouvez, quoi. Super. Merci à tous hein, pour ce super échange. C'était vraiment très enrichissant. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à liker ou à nous suivre sur Spotify ou Apple Podcast. Du coup, nous construisons ce podcast avec vous, donc n'hésitez pas à proposer des idées pour les prochains sujets ou encore à participer aux prochains épisodes sur humancoders.com/podcast. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.